Bonjour à tous, comme promis, aujourd'hui je vais revenir sur le DC Finest Batman Red Sky, qui est sorti il y a maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Je pense que vous le savez, moi c'est une collection, les Finest, que j'adore, hein. C'est pour moi très clairement, je pense, la meilleure collection disponible actuellement sur le marché. En plus en France on peut la trouver généralement à pas très cher, contrairement par exemple aux Epic Collections chez Marvel qui sont devenus quand même un petit peu hors de prix de mon point de vue, en France en tout cas. Celui-là par exemple, je sais que j'ai dû le taper quelque chose comme un peu moins de 30 euros. Hein. J'en ai précommandé un autre là qui doit sortir dans quelques jours, quelques semaines, je crois la semaine prochaine, c'est le Superman, vous savez, encore un très vieux Superman, comme je vous avais déjà fait une vidéo sur le premier Finest de Superman. Il y a un peu, je crois que je sais pas si c'est pas la suite qui sort là, donc dans quelques jours. On peut le précommander si vous voulez à peine une semaine avant la sortie à 27 euros aussi, donc vraiment, de mon point de vue, c'est difficile de faire mieux. Donc là, le Red Sky, évidemment, de Batman, par comme vous voyez Doug Munch, Mandrake et Gene Colan, c'est si vous voulez le volume qui précède tout simplement Batman Year One and Two, dont j'avais, je crois aussi. Enfin, il me semble que j'avais fait une vidéo, je ne sais plus. Enfin bref, c'est le volume qu'il y a juste avant. Sincèrement, je me souviens plus de toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Il y en a quand même maintenant, je crois, facile, plus de 100. Donc comme vous voyez, bon, ce sont les années qui précèdent, hein, donc juste avant Year One. Je trouve que c'est assez sympa de lire ça aujourd'hui, surtout en France, parce que c'est une période, hein, globalement, je pense qu'on peut le dire, qui est assez peu connue. Hein. Comme ce sont des épisodes qui ont été au final très peu édités en France, on est un peu tenté parfois de presque présupposer que c'était peut-être pas terrible, hein, si on l'a jamais trop vu, c'est peut-être une raison. Hein. Et c'est vrai que presque, si vous voulez, inconsciemment, Year One a eu un tel impact qu'on est parfois un peu tenté d'avoir ce réflexe, ce raccourci intégré, de dire si ça a eu un tel impact, c'est probablement parce qu'avant c'était pas ouf. Et c'est vrai que ça a été encore accentué par quand Urban a lancé en France les Chronicles, et qui se sont dit, on va commencer à partir de l'année 87, ça a peut-être aussi encore accentué cette impression que l'on peut avoir, à tort ou à raison, à mon avis à tort évidemment, en France, consistant à dire que, c'est vrai qu'avant, c'était pas non plus tip-top, le Batman. Alors clairement, moi je l'ai lu, je me suis régalé, hein, très clairement. Mais du coup, je trouve que c'est quand même particulièrement cool en France et sympa de pouvoir lire ce qui a précédé en quelque sorte ces comics particulièrement charnières et iconiques de Batman. Ce qui est en revanche le plus important, c'est que ça se passe juste avant et pendant Crisis on Infinite Earths. Et ça, en revanche, c'est vrai que ça va avoir une petite incidence quand même sur le récit, puisque ça va notamment être tous ces Red Sky, etc. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir lu, je pense, quand même, Crisis on Infinite Earths avant de lire ça. Après, j'ai tendance à considérer personnellement que si on en est à lire ce Finest, c'est qu'a priori, on a déjà lu quand même Crisis, qui est quand même l'événement phare de chez DC. Mais bon, en même temps, je ne juge pas, hein, évidemment. Tout le monde découvre les comics à son rythme et comme il l'entend. Mais ouais, donc ça se passe juste avant et pendant Crisis. Donc tout le début, on va avoir une sorte d'ambiance. Mais c'est assez peu cité vraiment clairement dans le comics. Donc ça ne va pas trop impacter, si vous voulez, le récit, si ce n'est qu'il y a une sorte d'ambiance, je vous dis au début, avec cette pluie rouge, où on sent qu'il va se passer quelque chose de grave. Les gens, forcément, ça les inquiète, hein, une pluie rouge. Et voilà, donc il y a cette sorte de petite ambiance de fin du monde, alors on sent qu'il va se passer quelque chose de grave. Plusieurs fois, on voit quand même les personnages faire référence à ceci, aller s'inquiéter un peu de qu'est-ce qui se passe, si vous voulez. Mais au final, il y a assez peu de références explicites. Je vous en ai trouvé deux, quand même, pour vous illustrer. Vous voyez, par exemple, juste là, on voit Batman qui est au téléphone avec Bullock et tout, et vous avez une petite note qui vous dit voir les résultats d'un Crisis on Infinite Earths numéro 2, enfin épisode 2, vous voyez. Et puis après, direct, boum, l'épisode d'après, c'est The Crisis on Infinite Earths is over. Donc, vous voyez, on peut pas dire que ça est vraiment... je vous dis, si vous ne l'avez pas lu, Crisis, à la rigueur, c'est pas non plus dramatique, mais bon, c'est bien, je pense, quand même, de savoir un petit peu globalement les tenants, les aboutissants et ce qui se passe. De toute manière, c'est quand même un event, je pense, qu'il faut absolument lire, et c'est dispo dans plein d'éditions différentes. Je crois en poche, en VF et en VO, c'est dispo dans plein d'éditions. Donc, voilà, sachez qu'il va y avoir un petit impact, si vous voulez, à ce niveau-là. Mais rien de bien méchant, si vous voulez, au niveau scénaristique, de mon point de vue.
Mais si j'ai pris personnellement ce bouquin, et si je l'ai lu, ce n'est pas seulement parce que la curiosité de dire, bon, qu'est-ce qu'il y a eu avant Crisis et qu'est-ce qu'il y a eu avant Year One, c'est aussi à cause des noms, hein, très clairement. J'ai regardé les noms, j'ai fait Doug Munch, moi, vous savez, je pense, j'aime bien Doug Munch, hein. J'avais apprécié personnellement son run sur Moon Knight. Logiquement, vous avez 2 vidéos, je crois, sur ces omnibus présents sur la chaîne. Évidemment que j'aime beaucoup Gene Colan. Tom Mandrake, je connaissais un petit peu moins, je crois que je l'avais vu, il me semble, passer dans Arion ou un truc comme ça, au début des années 80, il me semble, mais bon, je connaissais moins, mais finalement, j'ai même préféré clairement les épisodes dessinés par Mandrake que ceux dessinés par Gene Colan. Vous savez, moi, Doug Munch, a priori, je suis assez client. Graphiquement, je vous le dis, ça va alterner, c'est-à-dire que vous allez avoir une série dessinée, vous avez évidemment Batman et Detective Comics, et en plus, ce qu'il y a d'intéressant aussi là, c'est que à chaque fois, si vous voulez, l'histoire vraiment se suit entre les 2 séries. Donc du coup, pour une collecteur d'édition, c'est vachement agréable à lire, c'est plus agréable à lire presque que quand vous avez après 2 séries qui vont des trames scénaristiques différentes. Là, c'est vraiment une seule et même trame scénaristique, donc ça c'est plutôt cool, et vous allez avoir effectivement une série dessinée par Gene Colan, comme vous voyez a priori là, et une série dessinée par Mandrake, là. Donc dans les 2 cas, franchement, ça a été un gros kiff, hein, visuellement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, il y a j'ai quasiment rien vu de faible, je crois, graphiquement, de tout le finesse qu'il doit faire dans les 600 pages. Donc, comme vous le savez, Doug Munch, il avait quitté Marvel, en 82, quelque chose comme ça, parce que ce n'était pas vraiment le plus grand fan de la gestion managériale de Jim Shooter, l'éternel Jim Shooter évidemment. Alors bon, il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus, je n'entre pas dans les détails, je vous laisse aller chercher ça sur internet. C'est vrai que Doug Munch, il est plusieurs fois revenu sur la question et en accusant quand même Jim Shooter de pas mal de choses. Bon, je vous laisse voir ça. J'ai quand même ressorti ça, un petit comics Six from Sirius, un vieux comics, qui est marrant. Alors en plus c'est Doug Munch. Et en plus, c'est dessiné par Gulachi qui fera 2 épisodes d'ailleurs sur le Finest, donc ça c'est rigolo. Alors bon, ça, si vous voulez, c'est un space opéra assez verbeux. Bon, peu importe, j'ai envie de dire. De mon sens, ce n'est pas un indispensable, mais j'ai ressorti ça, surtout parce qu'il y a un petit texte là, de Doug Munch, dans lequel il revient sur, effectivement, donc cette année 82 et son départ de Marvel. Bon, il parle de 82, tout ce qui s'est passé, voilà, son enfant, machin. Et après, il ne cite pas, il cite juste le nouvel éditeur en chef de Marvel, sans donner son nom évidemment, mais bon, on sait que c'est Jim Shooter. Voilà, il fait I'd been making life pointlessly miserable ever since he'd sat the throne, and prior to that, believe it or not, the Mighty Marvel Bullpen really was one happy big family. Donc tu vois, après il dit, now all was needless grief and nonsense, friction and stress, etc. Et il finit en disant, voilà, that was too much, I'd rather flip burgers. Donc vraiment, il a quitté Marvel, si vous voulez, donc en 82, à cause effectivement de la gestion de Jim Shooter, qui c'est vrai, n'a pas fait que des héros, il a fait d'énormes choses incroyables pour Marvel, mais il a fait aussi des mécontents, bien évidemment. Et alors moi je trouve qu'il a fait des super trucs Jim Shooter. Après, j'aurais peut-être pas aimé bosser sous ses ordres, très clairement. Mais bon, donc il a quitté Marvel, il est allé chez DC faire notamment Batman, et là on va se retrouver, si vous voulez, sur la fin du run de Doug Munch, donc ça à la rigueur c'est peut-être un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir le début, mais bon, c'est déjà sympa d'avoir ça, et j'imagine que peut-être plus tard on aura les épisodes qui précèdent. Donc comme vous le voyez là, vous avez le sommaire, les crédits ils sont pas super bien fait, je trouve, hein, sur ces Finest. Il n'y a pas vraiment de page de crédit proprement faite, mais bon, comme il laisse les crédits dans les comics, du coup, ce n'est pas très très gênant, mais là, vous voyez un peu le sommaire. Je vous dis, ça va alterner Detective Comics et Batman. Donc là, vous avez un petit épisode un peu à part, là, qui va être dessiné par Klaus Johnson, qui est pas oufissime, mais bon, voilà, c'est une petite entrée en bouche. Moi, j'ai moyennement apprécié le début du Finest, si vous voulez. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, vous verrez l'arc scénaristique avec Nocturna et tout. Moi, j'aime un peu moins le début, mais après, dès la fin de l'arc Nocturna, je trouve que je retrouve plus, si vous voulez, le Doug Munch du Moon Knight, en quelque sorte. Bon, ce qui est un peu paradoxal, puisque vous allez me dire, mais Moon Knight, il est inspiré de Batman, donc c'est un peu la fée et la poule, évidemment, dans cette histoire. Et puis, ouais, c'est vrai que vous allez avoir des histoires, ouais, avec Mirror Master et Captain Boomerang au début. Bon, vous voyez, là, on alterne. Là, on commence effectivement avec du Mandrake. Bon, ce sont des épisodes qui sont pas déplaisants au début, mais moi, je vous dis, j'ai pas été plus emballé que ça, on va dire, par le début de ce Finest. Mais en tout cas, d'un point de vue graphique, je vais vous montrer un petit peu tout ça, bien sûr. Ça restera quand même du top niveau tout du long. Là, vous voyez effectivement Gene Colan.
avec toujours Captain Boomerang et tout. Donc on retrouve effectivement forcément, on a un peu l'impression de retrouver les heures de gloire, enfin en tout cas l'âge doré un peu de Daredevil, forcément. Bon, moi j'aime bien, c'est pas ce que je préfère de Gene Colan, très clairement, ces pages, mais bon, clairement, ouais, c'est du pur Gene Colan quand même, ça va, on reconnaît au premier coup d'œil, là, au premier coup d'œil, il n'y a aucun souci. Mais j'ai préféré quand même globalement les épisodes dessinés par Mandrake. Niveau scénaristique, franchement, pour moi c'est plutôt du tout bon. Alors il y a ce personnage Nocturna. Bon, il y a des gens qui adorent. Moi, j'aime bien le perso, mais c'est vrai que les histoires liées à ce perso vis-à-vis de Robin et tout, c'est Jason Todd et tout, les histoires de sa mère et tout machin, ça m'a pas passionné, tout comme ne m'ont pas passionné non plus au tout début, en tout cas, un peu les histoires d'amourette. Alors, il va être dans des sortes de duos, enfin, de même triangle amoureux parfois entre eux, donc Nocturna, Catwoman, etc. Ça va être un peu du je t'aime moi non plus, pourquoi je suis attiré par toi alors que je devrais pas et tout. Ça va être pas mal de trucs comme ça. Bon, moi, c'est pas particulièrement ma cam, hein, je préfère quand ils s'en dissocient un peu plus loin et où ça part un peu plus dans des histoires de slasher, on va dire. Mais bon, ça reste quand même vachement cool, hein, très clairement. Déjà graphiquement, mais même au niveau de l'histoire, c'est plutôt sympa, je vous dis. Moi, globalement, j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment bien... Je vous dis, j'ai passé un très très bon moment à relire tout ça. Donc il va y avoir surtout effectivement un arc. Bon, là, on voit effectivement avec Nocturna. Mais aussi, donc on voit effectivement cette pluie rouge, qui est un peu annonciatrice de fin des temps. Mais bon, ça va surtout être l'occasion pour Batman de se rapprocher effectivement avec Catwoman, et ils vont commencer vraiment avec Catwoman qui cherche un peu à se... elle est un peu sur la voie de la rédemption, on va dire, et elle va aussi se mettre en couple avec Batman, et bon, faire des histoires, moi je vous dis qu'ils m'ont pas passionné, mais ça va, ça reste quand même plutôt cool à lire, mais c'est pas non plus ce pourquoi j'étais venu. Comme vous voyez, graphiquement, c'est tout à fait excellent, dans un cas comme dans l'autre, hein, très clairement. Vous voyez, là, il y a vraiment cette ambiance un peu de fin du monde, qui est plutôt cool, globalement. Je sais, ça peut paraître un peu paradoxal de dire ça, mais bon, c'est un comics, hein, ça veut pas dire que j'aimerais le vivre. Voilà, bon, là, vous avez des histoires entre Jason Todd et tout, qui prend Nocturna pour sa mère et tout, machin, bon. Je passe, je ne vous spoil pas non plus les tenants et les aboutissants de l'histoire, c'est plutôt pour vous montrer un petit peu graphiquement ce que ça donne, et ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous vous laissez tenter par ce Finest qui, je vous dis, est quand même globalement de très très bonne facture. Et alors c'est marrant parce que c'est vrai que, quand je disais, on pouvait avoir peut-être une idée préconçue de se dire que c'était pas ouf ce qu'il y avait avant Year One. Moi, sincèrement, alors bien sûr que on va pas retrouver de récits aussi marquants dans ces pages que Year One ou Killing Joke, bien sûr. Mais sincèrement, moi je crois que j'avais fait sur la chaîne des vidéos sur les Chronicles, Batman Chronicles de 87 à 89-90, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que si, dans ces années ultérieures, si on met de côté en quelque sorte les graphic novels, franchement, je trouve que les séries régulières, elles sont sympas. Mais il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, quoi. Les épisodes avec Alan Davis, avec Todd McFarlane, franchement, pour moi, je vous le dis comme je le pense, j'ai préféré bien souvent les épisodes des séries régulières qu'il y avait dans ces pages-là. Donc pour moi, au niveau des séries régulières, disons que ça se vaut, quoi. Clairement, on peut pas dire qu'il y a réellement, de mon point de vue, une cassure à partir de 87, quoi. Ça reste dans les deux cas, avant comme après, globalement, je trouve de très bonne qualité. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, je veux dire, on va pas retrouver un Year One dans ces pages, hein, clairement. Et il y aura une origin story sur la fin, mais c'est va vous dire qu'effectivement, elle n'est pas tout à fait du niveau de Year One, c'est le moins qu'on puisse dire, par mon bon ami Roy Thomas, pourtant. Alors cet épisode avec Green Arrow et Black Canary, il est vachement cool. J'ai bien aimé, parce qu'alors en plus, c'est là qu'on voit, alors quand on dit souvent, c'était mieux avant, les comics et tout, et ben là, on en a encore un bel exemple, parce qu'alors, il va se retrouver avec Green Arrow, ils vont se fighter, ils vont se traiter de tout, notamment au niveau politique et tout. I never said that, bad nazi, etc. Donc lui, si vous voulez, d'ailleurs Batman qui va lui reprocher d'être complètement ridicule, avec immature, etc. Machin. Green Arrow qui va reprocher à Batman d'être limite un réac. En France, on dirait, et il va y avoir des voix, ils vont s'invectiver, de se traiter de left-winger, etc. ou right-wing, etc. En France, on dirait qu'ils se traitaient de gauchistes et de réac, quoi. Mais alors, ils vont se traiter de tout, mais j'ai envie de dire dans la joie et la bonne humeur. Si vous voulez, c'est ça qu'il y avait de beau à l'époque, c'est qu'on pouvait se fighter sur des sujets politiques comme ça. Déjà, ça partait dans tous les sens, c'était pas uniquement, on ciblait pas juste
un camp, et puis voilà, quoi, on s'envoyait des trucs à la gueule, et puis après, voilà, on boit une bière, et puis on passe à autre chose, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et on pouvait continuer à discuter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, voilà, on peut quasiment plus trop... C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait plus trop faire comme ça, ou si tu fais un truc comme ça, tu sais très bien que tu vas te prendre un shitstorm énorme, et voilà, que les gens, ils vont vouloir limite en venir aux mains, quoi, parce qu'on est devenu, malheureusement, une société qui a un peu plus de mal à faire la part des choses qu'à l'époque, hein, c'est vrai que c'est devenu paradoxalement une société un peu plus conflictuelle, hein, celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Disons que c'est vrai qu'à l'époque, vous n'aviez pas limite une guerre civile à chaque élection américaine. Mais je digresse, il ne faut pas. Là, vous allez effectivement retrouver 2 épisodes, Doug Munch et Gulachi, une sorte d'ambiance un peu d'espionnage, etc., qui est vachement bien. Forcément, ça va parler des Russes, etc., puisque à l'époque, évidemment, dans les années 80, l'ennemi des Américains, c'était les Russes, et non pas les Européens comme aujourd'hui. Oups. Non. En même temps, c'est vrai. Quand vous écoutez aujourd'hui les dirigeants américains qui parlaient de la Russie et de l'Europe, a priori, les méchants, c'est les Européens. Mais bon, non, ça c'est une histoire qui est vachement bien. Alors ça m'a fait penser forcément avec Gulachi aux épisodes qu'on avait vus dans le Epic Collection Black Widow, évidemment. Pareil, là aussi, c'était une ambiance... Bon, c'était aussi Gulachi. C'était du noir et blanc, mais c'était toujours une ambiance sublime d'espionnage et tout. C'était, là encore, vachement cool. Moi, j'aime beaucoup Gulachi, hein, clairement. Donc ça, ce sont 2 épisodes, si vous voulez, que j'ai bien aimés, hein, clairement. Graphiquement, vous voyez bien que c'est quand même très très propre, hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je vous dis, c'est une histoire d'espionnage, avec des Russes, j'ai envie de dire... classique, quoi. Le gros classique, mais ça marche bien. Moi, j'ai bien aimé, clairement. Ensuite, on va revenir sur du Batman un peu plus classique, en quelque sorte. Une petite histoire centrée sur Robin, donc le Robin de l'époque, Jason Todd, qui va se trouver une petite copine, et il va y avoir une petite histoire de « Oh, la drogue, c'est pas bien » et tout, machin, dans les lycées américains. Bon, c'est très, très américain, on va dire, dans le ton, mais ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute manière, la drogue, c'est mal. Donc, voilà. Non, mais, voilà, c'est un petit interlude. Après, on retrouve donc ce petit arc scénaristique The Film Freak, là, on revient vraiment plus, je trouve, sur je vous dis le Doug Munch, j'allais dire le Moon Knight, le Doug Munch de Moon Knight, c'est mon cerveau, il fait toujours des raccourcis. Un truc que j'ai bien aimé, donc avec, effectivement, ambiance un peu slasher, avec un type qui est fan de films et qui va citer des répliques de films, Top of the World Ma, etc. Je vais citer du Dirty Harry aussi, en veux-tu, en voilà. Et donc du coup il va se faire aider par Belloc, Robin, parce que Belloc c'est un grand fan de films et tout. Bon, moi j'ai bien aimé, franchement c'est efficace. L'avantage, c'est qu'au moins Gene Colan, on n'a pas de mal avec le perso en costume de gorille. C'est complètement... voilà. Hein. Mais non, c'est vachement cool. Moi, j'ai bien aimé. Il n'y a aucun souci. Ce sont des bons épisodes. Graphiquement, je trouve que Mandrake, ça tue. Hein. Franchement, c'est vraiment excellent. Ça, je crois que ça a été édité, par contre, hein, cet arc scénaristique en France. Je ne me souviens plus dans quelle édition, mais il me semble l'avoir déjà vu. Mais après, les autres épisodes de la série régulière, je ne suis pas sûr. Les experts me diront ça en commentaire. Vous voyez, c'est chouette quand même. Hein. Qu'on vienne pas me dire que c'était moche les comics dans les années 80. Non mais sérieusement. Là, on voit effectivement donc le retour de notre ami Double Face qui s'échappe d'Arkham parce que comme chacun sait, effectivement, on rentre et on sort d'Arkham. Si j'osais, je dirais comment on rentre et comment on sort d'une prison française. Mais ah ouais, non, ça dénonce aujourd'hui, hein, c'est clair. Alors cet épisode, il est bon, c'est très cool, mais bon, il aurait mérité d'être restauré. Hein. Il y a des petits défauts, clairement. Bon, c'est léger, bien sûr, il faut regarder de près, mais vous voyez là, le visage de Robin en bas, il est un peu effacé par les couleurs. Vous voyez d'autres exemples, là, au niveau du rouge, ça bave un peu de partout. Là, ça bave, évidemment, énormément. Vous voyez que là aussi ça bave, hein, à ce niveau-là, là aussi. Donc voilà, quelques petits défauts de couleur, qui auraient pu être voilà. Bon, après, c'est vrai que les trucs, ils les sortent à un tel prix tellement bas
que bon, on va pas non plus... En plus, j'en ai pas beaucoup vu comme ça, j'en ai vu sur cet épisode, peut-être sur un autre aussi, mais globalement, c'est quand même relativement propre, je trouve. Donc bon, voilà, on va pas leur tomber dessus pour juste un épisode ou deux, sur lesquels il y a des petits défauts de couleur. Voilà, donc là, bon, je passe un peu. Je vous dis, moi, personnellement, c'est un bouquin que j'ai adoré. Donc, s'ils peuvent sortir celui qui précède, ça serait cool aussi. Puisque, comme vous le savez, le but de ces Finest, quand même, c'est un petit peu comme les Epicollections, même si ça sort dans le désordre. À terme, l'idéal, c'est quand même d'essayer d'avoir tout. Là, vous avez cet annual dessiné par Cohen et ancré par Alcala, enfin, ou en tout cas co-dessiné par Alcala. Ou peut-être juste ancré, ce n'est pas précisé. En tout cas, on reconnaît quand même un peu la patte d'Alcala, très clairement. Et vraiment, c'est magnifique. Vraiment, ça, c'est vrai que là, moi j'adore. Enfin, au niveau des visages, il y a quand même, c'est une ambiance. Moi, j'aime beaucoup. C'est un annual qui est plutôt sympa aussi. Où on voit effectivement, j'allais dire Tony Stark, non, Bruce Wayne qui perd tout et machin. Mais voilà, bon, c'est un très bon annual. Pour le coup, j'ai bien aimé. Graphiquement, regardez les gueules. Hein. Voilà. Enfin bon, c'est génial. Il n'y a aucun souci. Bon, moi, encore une fois, c'est un très très bon épisode. Mais en même temps, tu peux le dire quasiment sur tous les pics. Là, on a un nouvel arc avec, encore une fois, une ambiance un peu slasher. Donc là aussi, c'est pour ça que j'ai préféré un peu, parce que ça m'a rappelé Long Night, avec le type à la hache qui est pas, on va dire, l'ami des femmes, très clairement, et qui est un peu taré. Non, c'est vachement bien, parce que... Ah oui et Batman et tout, et Catwoman, voilà, ça c'est le concurrent de Batman dans le cœur de Catwoman, voilà, peut-être réduite et tout, donc il y a des trucs quand même... Sacrée ambiance, quoi. Non, c'est vachement cool, tout ça. Moi, je vous dis, j'ai bien aimé. Alors après, il y a ce truc-là... Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est le seul truc qui fera quand même vraiment vieillot et qui va prendre un sacré coup de vieux par rapport, si vous voulez, avec la sortie quelques mois plus tard de Year One, quoi. Parce que là, c'est une sorte d'origin story. C'est même pas une sorte, c'est une origin story. Donc faite par Roy Thomas, donc du coup, c'était cool en plus, c'est ancré par Terry Austin. Mais là, pour le coup, celui-là, vraiment, encore une fois, sans vouloir être méchant vis-à-vis de Roy Thomas, que j'adore, c'est vrai que quand tu t'imagines que quelques mois après sort Year One, ça pique. Parce que là, ça fait qu'un vachement comics à papa. Alors, c'est pas désagréable, bien sûr, mais ouais, là, même pour 80, 86, quoi, on va dire que c'est pas... Voilà, tu comprends que ça se fasse ringardiser par Year One, par contre, tous les jours. Aucun souci. C'est pour moi, à la rigueur, si je devais dire un épisode faible sur le Finest, j'ai envie de dire que c'est celui-là. Graphiquement, vous voyez que ça tient quand même toujours la route. Hein. Après, vous avez ce petit épisode-là qui sort encore de prélude à l'épisode 400, l'épisode anniversaire, le fameux, où on va retrouver un certain nombre de dessinateurs phares de l'époque. Malheureusement, il n'y a pas l'introduction de Stephen King, j'aurais bien aimé qu'il la laisse. Bon, l'histoire est sympa, mais bon, sans plus, mais les dessins, évidemment, ça va être magnifique. Là, vous avez cette première page qui est dessinée par John Byrne. Après, on enchaîne avec, évidemment, Steve Littell, qui est vraiment excellent aussi. C'est quelqu'un que j'aime bien, Poison Ivy, magnifique, on n'en dirait rien de plus. Enfin, si vous regardez, vous avez tous les méchants qui se libèrent et tout, donc Batman, il va devoir se friter avec tout le monde. Et vous avez l'immense George Pérez qui arrive là, et de suite, il calme tout le monde, quoi. Regardez-moi ça. Direct, à les premières pages, limite, regardez le nombre de personnages, quoi. C'est un enfer, quoi. Alors, regardez-moi ça, les détails et tout, les arbres derrière, ils sont 15 000... Là, pareil, on retrouve le panel là avec tous les personnages. Il est vraiment incroyable, quoi. Regardez-moi, ils sont magnifiques en plus. Il n'y en a pas un qui est moche, des persos. C'est un truc de... Il est incroyable, ce George Pérez. Enfin, il était incroyable, évidemment. Regardez cette case, quoi. Elle est toute petite. Regardez le nombre de personnages qu'il y a. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de ma boule, quoi. Alors, évidemment, George Pérez, personnellement, j'adore. Donc là, il va faire quelques pages. Après... j'ai envie de dire votre ambiance, bon, ça baisse un peu de mon point de vue. Et on retrouve ensuite Sienkiewicz, bien évidemment, une sorte de McFarlane avant l'heure, une sorte de Spawn avant l'heure, mais voilà, ce panel là, c'est incroyable, j'aime bien. Non, globalement, j'aime bien Sienkiewicz, même si, bon, ce sont mes pages préférées de cet épisode. Après, on retrouve évidemment du Arthur Adams, donc ça, c'est très cool aussi, je trouve, de voir du Arthur Adams sur Batman. On va avoir des très jolies cases, évidemment,
des persos très sympathiques. Bon, on va pas non plus nier le fait que les arrière-plans sont quand même assez vides, hein. On va pas faire comme si on le voyait pas, mais son Robin est quand même vachement cool. Au niveau des visages, c'est vraiment très très sympa. Bon, les arrière-plans, voilà, c'est Arthur Adams, hein. Voilà, Tom Sutton, sur quelques pages, notre dessinateur, puis on va avoir un peu aussi du Leonardi, il me semble. Ah non, on a ça, effectivement, avec Joe Kubert, avec un lettering d'Andy Kubert. Cette page, elle est incroyable, je trouve, hein. Vraiment très sympa. Après, on va avoir aussi du Rick Leonardi, il me semble. Voilà, là, on est sur Leonardi. Bon, très clairement, on reconnaît ses visages, il n'y a pas de souci. Et l'épisode se termine par du Brian Bolan, incroyable, évidemment. Et voilà, donc sur ce, on va prendre quelques petites pages là de Gene Colan, mais ceci termine, si vous voulez, il y a quelques splash pages, là, quelques covers, quelques pin-up de l'épisode 400, avec Maguirel, évidemment, qu'on reverra logiquement en fin de mois si l'Omnibus Warlord sort bien toujours, à d'autres pin-up, fin du mois de décembre, je veux dire, bien sûr. Voilà, cover de Sienkiewicz, bien sûr, et puis voilà, qui termine ce Finest, encore une fois, pour moi, de très très bonne qualité. Donc, si vous aimez Batman, si vous lisez anglais, j'ai envie de dire, la question, à une trentaine d'euros, la question ne se pose même pas. Et on se retrouve logiquement la semaine prochaine pour parler de l'Omnibus Avenger par Hickman, volume 2 chez Panini Comics. Sur ce, à plus tout le monde.